Bonjour tout le monde. Déjà, je vous remercie de prendre votre temps pour participer à la soutenance de ma thèse. Donc, intitulée De l'optimisation des Mac à l'optimisation de l'efficacité énergétique de l'IA sur GPU embarqué. Nous allons commencer par quelques petites définitions. Donc, quand on parle d'IA, donc on pense à deux éléments principaux. Donc, on a un modèle, un DNN pour Deep Neural Network, qui est le cerveau de notre qui est un calcul qu'on peut représenter sous forme de graphe, où un nœud donc, prend entrer des données, effectue une opération et renvoie les résultats au prochain nœud. Donc, tous ces calculs, bien sûr, on a besoin d'un matériel pour pouvoir les effectuer. Donc, en entrée de l'IA, on a des données qui peuvent aller donc, de l'image, une vidéo, un signal audio ou du texte, et on reçoit en sortie donc, un autre signal qui correspond à la tâche pour laquelle l'IA a été entraînée. Donc, un constat rapide, donc c'est la croissance exponentielle des modèles d'IA. Donc, aujourd'hui, on a des modèles super performants, mais très grands aussi. On peut penser par exemple à GPT-4, qui contient près de 1800 milliards de paramètres. Donc, comparativement aux premiers Transformers en 2017, on a augmenté de taille fois 1000 à peu près. Non seulement on a des modèles donc très très grands, on a aussi donc ces modèles sont aussi très sollicités, parce qu'ils sont très grands, donc ils sont très performants, et donc il y a une large adoption, et on peut compter des milliards de requêtes par jour. Alors, c'est très bien, on a des modèles très performants qui font de bonnes choses, mais quel est le coût, l'impact sur notre environnement? Donc, il faut déjà savoir que pour entraîner et déployer ces modèles, on a besoin de beaucoup de matériel, donc des accélérateurs de calcul tels que des GPU ou des TPU. Et ces accélérateurs de calcul consomment énormément d'énergie. À titre d'exemple, pour entraîner GPT-4, il a fallu 25 000 GPU NVIDIA A100 et l'entraîner pendant 3 mois. Donc, ce qui correspond à peu près à ce qu'ont 2 gigawatts d'énergie. Je n'ai pas en tête une comparaison là tout de suite, mais c'est énorme. Donc, cette surconsommation d'énergie, il y a une conséquence, c'est les rejets de CO2, donc, qui sont très importants en fonction de la source d'énergie qu'on utilise. Peut être moins si on utilise une source renouvelable, par exemple. Donc, il y a un vrai sujet pour réduire la consommation énergétique de l'IA. Donc, on va adopter une approche, c'est d'utiliser des matériaux qu'on appelle edge ici. Donc, c'est de pousser l'IA vers des matériaux plus proches de l'endroit où la donnée est créée, par exemple dans le téléphone, dans les caméras directement ou dans les PC. Dans ces matériaux, on a des accélérateurs qui consomment moins d'énergie. On peut penser à des GPU ou des FPGA embarqués qui peuvent consommer à 20 fois moins d'énergie comparativement à des GPU qui sont des grands GPU qui sont dans le cloud. On a quand même un problème, c'est que les ressources sur ces accélérateurs sont limitées. Donc, pensez par exemple à la mémoire qui est limitée, à la puissance aussi qui est limitée. Donc, il faut trouver un moyen de faire tenir les réseaux, donc les DNN, dans ces contraintes-là. Problème, solution, on peut passer à la compression de modèles. La compression de modèles, il s'agit d'essayer de réduire les ressources nécessaires pour faire tourner les modèles. On peut penser principalement à deux méthodes. Le pruning, qui permet d'enlever donc des poids, des paramètres du modèle, et la quantification, donc qui va réduire la granularité des modèles. Donc, au lieu d'avoir des paramètres, donc au lieu d'avoir des paramètres qui sont des, euh, des réels, on va utiliser par exemple des entiers. Quand on fait cette compression, bien entendu, on modifie le modèle, donc il y a des pertes de performance. Donc il y a deux choses à regarder, c'est un problème à deux objectifs. Il y a l'efficacité, donc les ressources mobilisées pour faire tourner le modèle, et la performance, c'est-à-dire l'aptitude du modèle à bien effectuer la tâche
pour laquelle il a été créé. En général, on utilise les Mac pour évaluer l'efficacité. Donc les Mac, ça compte le nombre de multiplications et d'additions effectuées par le modèle. Nous, on va se concentrer sur un cas particulier qu'on appelle donc du pruning structuré. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur du pruning structuré? Donc, pour donner un exemple rapidement, donc le pruning structuré, c'est comparativement au pruning non structuré qui va juste placer des paramètres à zéro. On n'arrive pas vraiment à exploiter ces paramètres. Il faut vraiment des unités spécialisées, type des unités qui peuvent faire des calculs matriciels sparses. Alors que pour le pruning non structuré, on va directement cibler des structures entières. Par exemple, si je prends une matrice, on peut enlever complètement une ligne, complètement une colonne. Donc, ça change la dimension de la matrice, mais on n'a pas nécessairement besoin d'un accélérateur spécifique pour avoir des gains d'énergie. Encore une fois, problème, en modifiant du coup la taille de la matrice, on modifie la sortie d'une couche. Quand on modifie la sortie d'une couche, alors que les couches qui suivent s'attendent à une certaine dimension, on casse un peu le modèle. Donc, on va penser à ce qu'on appelle la groupe de dépendance. Donc, on va grouper les nœuds ou les couches de notre modèle en sorte que quand on modifie une couche, toutes les autres couches dépendantes soient aussi modifiées pour garder la conformité du modèle. Donc, on revient au Mac, pas que le contexte est fixé. L'utilisation des Mac, les Macs sont largement utilisés parce que c'est facile à calculer, c'est indépendant du matériel, donc on peut facilement comparer différentes méthodes avec les Mac. Mais les Mac ignorent, par exemple, des éléments clés de la consommation d'énergie, qui sont les accès mémoire et les parallélisations. Donc, il y a une problématique. Guider le pruning par les Mac peut conduire à des gains énergétiques sous-optimaux. Pour traiter cette problématique, nous avons posé 3 questions de recherche. Donc, la première question, c'est: est-ce que le gain obtenu en guidant le pruning par les Mac est pareil que le gain que j'obtiens en guidant le pruning par l'énergie mesurée? Donc ici, le challenge, c'est qu'on a besoin de plusieurs points de mesure pour pouvoir tirer de bonnes conclusions solides. La deuxième question, c'est est-ce que je peux prédire la consommation énergétique à partir de modèles de faible complexité? Le challenge ici, c'est qu'on a besoin de modèles assez simples pour pouvoir tester plusieurs configurations de pruning. Et la troisième question, c'est une fois que j'ai le modèle de prédiction, est-ce que je peux remplacer la mesure d'énergie par ce modèle de prédiction dans une boucle d'exploration de pruning? Donc, on a de grands espaces à explorer. Est-ce qu'on peut utiliser un modèle de prédiction d'énergie pour accélérer cette exploration? Nous avons apporté, donc pour traiter ces questions, 4 principales contributions dans cette thèse. Donc, la première contribution, donc, c'est la création d'un framework qui nous permet justement de faire les mesures d'énergie qui sont utiles pour traiter les 3 principales questions. Donc, la contribution numéro 1, qui concerne la question de recherche numéro 1. Donc, c'est la comparaison. Donc, on a comparé les solutions obtenues par Mac et les solutions obtenues par les mesures d'énergie. Donc, quand on guide le pruning par Mac ou par mesure d'énergie, on a regardé le gap. Donc, on a vu que les solutions guidées par Mac produisent, donc il y a des régions où on a vraiment une conformité, mais il y a des régions où on a des énergies sous-optimales. La deuxième contribution, donc c'est un modèle prédictif d'énergie qui a faible complexité parce qu'on prend que 3 features en entrée. Et ce modèle peut faire la prédiction à la fois pour les couches de convolution et pour les couches d'eau. La troisième contribution, c'est de faire l'exploration des espaces de pruning avec le modèle prédictif, justement. On a vu qu'on pouvait arriver à de meilleurs gains énergétiques comparativement au Mac sans passer par la mesure d'énergie. Donc, rentrons dans le détail de la première contribution.
donc qui est la comparaison des Mac contre l'énergie. Ce qu'on sait déjà dans l'état de l'art, c'est une comparaison entre les flops et la latence. Les flops, pas de panique, il faut 2 flops juste pour faire un Mac, donc c'est à peu près la même chose. Donc ce qu'on voit dans l'état de l'art, c'est une conclusion où on dit les flops pour les Mac et la latence, c'est pas la même fonction. Pourquoi? Parce qu'à flop fixé, j'ai plusieurs valeurs possibles de latence, et pareil, à latence fixée, j'ai plusieurs valeurs possibles de flop. On a fait l'expérience de notre côté, donc en regardant les Mac contre énergie ici, donc pour un réseau ResNet. On a fait des mesures pour 1000 points environ. On a à peu près les mêmes conclusions. À Mac fixé, à plusieurs valeurs d'énergie. L'écart peut aller jusqu'à 50% de surconsommation. Et à énergie fixée, on a aussi plusieurs valeurs possibles de Mac. Effectivement, ce n'est pas exactement les mêmes fonctions. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les méthodes qu'on a dans l'état de l'art qui se basent sur les Mac, il faut les jeter et se concentrer sur l'énergie? Le fait de regarder juste cette comparaison ne nous dit pas tout. Donc, on va essayer de rajouter un dernier élément parce que si on se rappelle, la compression, c'est un problème à 2 objectifs. On ne va pas se concentrer sur un seul objectif, qui est l'efficacité, mais faisons rentrer aussi en jeu la performance du modèle, donc l'accuracy. Donc ici, ce qu'on fait, c'est donc on reprend les points, on rajoute l'accuracy, on cherche les points qui tombent sur le front de Pareto. Donc, ils sont les points qui donnent un bon compromis entre efficacité et performance. Donc, on a en petit carré donc, les points qui sont guidés par l'énergie et en triangle les points qui sont guidés par les mains. On a quelques zones, finalement, les points guidés par l'énergie et les points guidés par les Mac s'accordent. Comme on a des zones, on peut avoir un grand écart qui peut monter entre 50 et 150 mm. Bon, c'est intéressant d'approfondir justement ces divergences-là. Comment est-ce qu'on peut mesurer du coup, les divergences entre des solutions obtenues en suivant les Mac et des solutions obtenues en suivant l'énergie? On va prendre dans un premier temps donc, un DNN. On va essayer de sampler donc, différentes, aléatoirement, différentes configurations de pruning. Ces configurations nous disent combien d'éléments, donc de canaux est-ce qu'ils sont enlevés par groupe de dépendance. Ensuite, on va l'évaluer donc, sur notre GPU embarqué pour récupérer l'énergie et les Mac ou les flops. Avec ces données-là, donc, on a donc pour chaque configuration de pruning, on a 3 informations. On a la précision, on a l'énergie et on a les Mac. Donc, on peut faire 2 frontières de Pareto, une frontière de Pareto en suivant les Mac, une frontière de Pareto en suivant l'énergie. On peut revenir dans l'espace précision-énergie pour faire cette comparaison, donc l'écart entre les frontières de Pareto. On parle depuis tout à l'heure de mesure d'énergie, et concrètement, comment ça se passe? Donc, pour mesurer l'énergie sur, par exemple, une CPU embarquée type Jetson Orin Nano, par exemple, qu'on a utilisé, on a fait un petit framework qui permet de faire cette mesure-là. Donc, la mesure peut se faire à 2 niveaux. On a vu que finalement, c'est équivalent, donc par la suite, on s'est établi sur un seul niveau. On peut lire donc, les fichiers internes de la Jetson, ou on peut utiliser une source externe qui permet aussi de monitorer donc, la consommation de courant et la consommation de la tension, pour l'évolution de la puissance. Donc, on prend un DNN donné, on l'exécute plusieurs fois, le temps d'avoir une fenêtre d'exécution qui nous permet d'avoir assez de variations de puissance. Et pendant ce temps, donc, on garde le temps d'exécution de flux, le temps d'exécution de fin. On intègre la variation de puissance sur cette fenêtre-là. Bien sûr, on compte le nombre de fois qu'on a fait l'exécution et on déduit notre consommation d'énergie. On peut répéter cette mesure plusieurs fois si on veut, par exemple, avoir une mesure moyenne et la variation, donc le bruit de... Voilà, pour la mesure.
comment est-ce qu'on justement donc on choisit les configurations de pruning, de façon aléatoire? Bon, de façon aléatoire, mais en même temps, il faut pas choisir il nous faut des configurations assez différentes quand même pour qu'on ait de bonnes, comparaisons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre notre, modèle, donc notre DNN, on va le passer à une méthode, donc qui s'appelle DepGraph, construit automatiquement le graphe de dépendance, dont j'ai parlé, et pour chaque graphe de dépendance, on va essayer de garder, une distribution, donc probabilité, pour chaque, choix de pruning qu'on fait. Donc, par exemple, si on décide d'enlever, 5 canaux, ben, on note que 3 ou 5 fois, on a essayé d'enlever 5 canaux pour un groupe donné. Ceci permet donc de refroidir ou d'amputer, les choix qui sont faits fréquemment. Donc on baisse leur, température, on baisse leur probabilité pour forcer l'exploration, vers, de nouvelles possibilités. C'est comme ça qu'on finit par construire notre sample pour pouvoir faire, les fronts de Paris. Une fois qu'on a nos samples, qu'on a l'énergie, l'accuracy et les Mach, comment est-ce qu'on mesure la divergence des fronts de Paris? Donc on a proposé, 3 classes de métriques. Donc on a des métriques, basées sur la distance, donc par exemple, l'écart moyen d'énergie ou le ratio. C'est la même chose, hein, c'est juste, 2 visions différentes. Donc l'écart, on a des unités en joules. Le ratio, c'est des pourcentages, donc ça nous permet aussi de faire des comparaisons entre différents modèles, en même temps. On a des, métriques, de dominance qui nous disent, par exemple, quand je prends un point du point de Pareto, de l'énergie, est-ce qu'il existe des points du point de Pareto des Mach qui sont meilleurs que ce point-là? On a aussi du coup une métrique, par rapport au classement qu'on appelait le score de fidélité. C'est juste la capacité des, Mac à bien ranger les configurations. C'est-à-dire si j'ai 2 configurations telles que Mac 1 plus petit que Mac 2, est-ce que ça implique que énergie 1 plus petit que énergie 2? Quelques résultats donc, par rapport à la comparaison par la distance. Donc ici, on regarde la précision entre l'énergie pour, 2 modèles, le ResNet 8 et, VGG8, entraînés sur des jeux de données, 6 par 100 par 10. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les, Mac mélangent souvent des solutions optimales et des solutions, sous-optimales. Par exemple, si on regarde sur ResNet 8, donc on a une zone ici et, les petits triangles, donc c'est toujours les Pareto des Mac. Les carrés, c'est les Pareto des. On voit qu'il y a cette région où, les deux s'accordent, comme il y a des régions ici, et une autre région ici où on a un écart, qui peut aller à 50 millijoules. Donc ça fait à peu près 30% si on veut, une comparaison relative, pour de 68% d'accueil. Pareil, même observation pour les GG. Là, on a une autre zone. Vous voyez, c'est pas les mêmes zones à chaque fois. Là, la zone elle est un peu plus au-dessus. On a une autre zone ici où les deux, vont bien s'accorder. Et on a quelques régions où on a un écart. Donc ici, un écart un peu faible, donc qui, correspond à un saut de 32. Si on regarde un peu les comparaisons par les autres métriques, qui est la dominance et le classement, on voit que les solutions max sont dominées par, les solutions guidées par l'énergie. Par exemple, sur, du ResNet, on a le taux d'optimalité qui est à 44%. Donc, at 5, ça veut dire, le nombre de, ou bien le pourcentage de précision qu'on se permet de perdre. Que quand on modifie un modèle, on peut se dire le modèle il est à 90%, on se permet de descendre jusqu'à 85%, par exemple. À 100, donc ça c'est le cas, catastrophe où on regarde tout l'environnement et on voit. Logiquement, on a un peu plus de comparaison, défavorable. Pareil, même observation pour VG8 et, un ResNet où le taux de sous-optimalité dépasse les 50%, soit à 5, soit à 100%. Par contre, un truc un peu intéressant quand même, c'est, que les Mac arrivent à préserver l'ordre.
la fidélité. On a un score de fidélité de 25%. Donc, ce qui veut dire que les Mac peuvent être utilisés comme un filtre faible. C'est-à-dire, si j'ai donc dans mon exploration Mac 1 strictement inférieur à Mac 2, je peux faire des conclusions sur l'énergie à peu près. Mais ce n'est pas le cas si j'ai Mac 1 égale Mac 2, parce qu'on l'a vu, hein, un Mac fixé, on a plusieurs valeurs possibles d'énergie. Une autre question qu'on se pose, donc, c'est l'impact de la taille des modèles. C'est-à-dire, si je prends, donc c'est la même architecture, je prends un ResNet 18, un ResNet 8, et que je fais ce procédé de compression, est-ce que je finis au même endroit ou pas? Donc, on l'a testé pour VG, 9.8 et ResNet 18, ResNet 8. Et ce qu'on remarque finalement, c'est que bon, si on se place par exemple pour de 80% de on a besoin de environ 90 millijoules pour VG19 pour avoir 80%, et 47 millijoules pour VG8, donc moins d'énergie. Même observation pour les ResNet, où là on a besoin de 100 millijoules à peu près, contre 50 millijoules de consommation pour ResNet. Ce résultat peut paraître étonnant, mais il y a une particularité, c'est que dans le processus de pruning qu'on a fait, on n'enlève jamais une couche complètement. Ça sort du cadre de notre étude. Et le fait d'enlever une couche complètement, ça change complètement la structure du modèle pour reconstruire notre structure par derrière, ça sort du cadre de notre étude. Mais cette expérience montre effectivement qu'on a besoin quelque part d'enlever les structures complètement si on veut descendre encore plus en consommation d'énergie, qui peut être expliqué par le fait que quand on garde une structure, même si on n'a pas beaucoup de, quand on garde une couche, même si on n'a pas beaucoup de structure, on fait quand même de la lecture et de la lecture de données qui augmente la consommation. On peut regarder aussi les différentes stratégies adoptées par les Mac et adoptées par l'énergie. On voit à quelques endroits aussi des stratégies différentes où les Mac ou l'énergie peuvent choisir d'enlever des panneaux de façon agressive, alors que l'autre ici, un monde est un peu plus modéré. Dans quelques régions ici, carrément, par exemple, l'énergie va décider de ne pas enlever grand-chose, alors que les Mac va décider d'enlever tout par une seule structure dans la couche. Donc, en résumé, on a proposé dans cette partie une méthode de sampling dynamique des configurations. On va avoir des configurations assez variées pour construire les fronts de Pareto. On a vu que les Mac peuvent produire des solutions sous-optimales en énergie à différents endroits. Et on a vu aussi finalement que la divergence varie en fonction des réseaux qu'on prend et aussi avec le jeu de données. Il y a des sujets qui restent ouverts, par exemple. Est-ce que finalement, je peux déterminer et de prédire un peu les régions où il y aurait la divergence, ou encore mieux, quand j'ai un réseau, que je peux dire en avance, ce réseau, ok, ça vaut le coup de partir sur les Mac, ou ça vaut plutôt le coup de partir sur les énergies. On en vient à la deuxième partie, donc qui concerne la prédiction de la consommation d'énergie. Donc, un petit rappel, le pruning structuré, on prend un modèle, un DNN, on va enlever des structures dans les couches, qui nous permet d'avoir un modèle un peu plus petit, donc qui consomme moins d'énergie, qu'on peut soit déployer sur une carte Edge ou déployer dans le cloud, rien ne l'empêche. On a vu que les Mac peuvent conduire vers des solutions sous-optimales. Je vais tenter de partir donc, de l'utilisation de l'énergie pour faire notre compression. L'approche directe consistait à mettre la mesure d'énergie dans la boucle, c'est-à-dire je prends mon DNN initial, donc je fais la compression, j'obtiens le réseau passé, je fais une mesure d'énergie que je renvoie à l'unité de compression pour dire ensuite est-ce qu'il faut continuer la compression, est-ce qu'il faut arrêter ou quelle couche est-ce qu'il faut s'attaquer ensuite. Le problème ici, c'est que la mesure d'énergie, donc c'est un procédé qui va rajouter de la complexité, l'exploration sera lente. Donc est-ce qu'on ne peut pas, on a intérêt du coup, à remplacer cette mesure par de la prédiction
d'énergie, donc une prédiction rapide, faire de l'exploration. C'est fiable quand même pour essayer de garder l'ordre des éléments. Nous avons pensé ici à une méthode. Donc, on part d'abord d'un constat, donc on se concentre sur les modèles à convolution. Donc, dans ces modèles, les couches qui dominent la consommation d'énergie, les couches de convolution et les couches denses. Et le constat, c'est que finalement, ces deux couches, même si les noms diffèrent, derrière, c'est la même opération. C'est une classe d'opération qu'on appelle General Matrix Multiplication, GEM, le nom de notre approche qu'on appelait BiFi. BiFi, pourquoi? Parce qu'on prend les deux couches, deux types de couches, on va transformer leur dimension, problème de calcul matriciel. Donc, problème de matriciel, on a besoin que de trois dimensions, M, N et K. Je fais un produit NK, faire un produit KM, pour avoir une sortie NM, par exemple. Ce sont ces features qu'on va utiliser pour faire notre prédiction. On peut y arriver avec ces trois features. Donc, pour commencer, déjà, on a besoin d'un jeu de données pour pouvoir traîner un modèle par la suite. Donc, notre jeu de données part de 92 modèles pris de la librairie Torchwood. Dans ces modèles, on va extraire des couches, les couches de convolution, on va extraire les couches linéaires. Bien sûr, on s'assure d'avoir des configurations uniques. Après l'extraction, on a quand même un déséquilibre entre le nombre de couches de convolution et le nombre de couches linéaires, ce qui est expliqué aussi parce que les couches de linéaires sont souvent utilisées vers la fin des réseaux pour faire la prédiction directement, donc les têtes Donc, on augmente ces configurations pour essayer d'équilibrer un peu le jeu. Augmenter les configurations, c'est juste trouver de nouvelles combinaisons dans différentes dimensions, donc pour créer de nouvelles. Essayer d'équilibrer à peu près le jeu de données. Donc, ça nous donne une base de données de configuration de couches. On peut ensuite faire entrer dans notre système de mesure d'énergie. On rajoute à chaque configuration sa consommation d'énergie et son bruit de mesure. On va pouvoir ensuite consulter notre jeu de données. Donc, à l'aide du bruit de mesure relatif, on vire les points de mesure qui ont un bruit trop élevé. Donc, c'est très sensible la mesure pour les couches. Ça va très, très vite. Ensuite, on sépare le jeu de données à 70% pour l'entraînement, 30% pour le. Donc, on ne s'embête pas trop. On va sélectionner, donc on va faire concourir 4 modèles pour voir lequel se comporte mieux par rapport à nos objectifs. Donc, on va regarder deux choses dans ce modèle. Modèle 1, c'est KNN, XGBoost, Decision Tree et Random Forest. Donc, on fait déjà une validation croisée au début, une petite portion des données d'entraînement pour trouver les meilleurs hyperparamètres de ces modèles-là avant de les entraîner. Tout le monde parte sur de bonnes bases. Ensuite, on pourra les évaluer dans deux axes. On a d'abord l'erreur relative moyenne, donc c'est l'erreur de prédiction. Et on a aussi la vitesse d'inférence. On a besoin de ces deux, besoin d'un modèle qui nous permet d'aller, mais qui est quand même assez court. On parle depuis tout à l'heure de bruit de mesure. C'est dommage, passer à côté. Le bruit de mesure, on peut l'utiliser, donc on a proposé de l'utiliser dans deux sens, parce que dans le cas de barre, il y a l'erreur relative moyenne, sans considérer le bruit de mesure, mais nous avons vu quand même que la mesure d'énergie est un procédé qui est quand même très sensible, sujet au bruit de mesure. Proposer donc le NAPE, donc le Noise Average Percentage Error, qui vient sous deux variétés. Donc une variété négative, donc qui est une vision et une variété positive, donc qui est une donc la vision optimiste, on regarde, je dis par exemple, il y a une partie du bruit de mesure qui rentre dans notre erreur de prédiction. On va essayer de l'enlever, voir la vraie prédiction du modèle. Et dans la vision pessimiste, on ampute aussi, donc on rajoute le bruit de mesure à notre erreur de prédiction. En général, si on a le NAPE négatif et le NAPE plus qui sont élevés, c'est qu'on a vraiment beaucoup de bruit de mesure dans notre jeu de données. Quand c'est faible, on n'a pas ça permet de ne pas trop surdimensionner les modèles, à force de chercher à réduire le MAPE,
peut-être que finalement, on est juste en train de s'adapter au qui ne sert pas à grand-chose. Donc, choix du modèle, on avait fait concourir 4 modèles. C'est l'heure de la vérité. Donc, quel modèle est-ce qu'on va choisir? Et si on regarde un peu le compromis pour l'énergie, ne vous inquiétez pas, les différences sont beaucoup plus prononcées quand on regarde la latitude. Donc, on regarde deux choses déjà, donc l'erreur moyenne, aussi la vitesse. On voit qu'en termes de vitesse d'exécution, decision tree, c'est le champ qui est à peu près 37 fois plus rapide que le modèle qui donne un meilleur MAPE pour juste un petit 0,5% en plus en termes d'erreur de prédiction. Donc finalement, c'est le decision tree qui est notre champion pour prédire l'énergie. Si on regarde un peu donc l'erreur de prédiction, bon, on a l'information pour la latence la plus de l'énergie, hein, on ne va pas s'en priver, donc on regarde les trois. Donc si on regarde un peu sur la puissance, je rappelle tout ce qu'on a dit par rapport à NAPE moins NAPE plus, on voit que c'est assez faible. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans la puissance. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'on lit donc les capteurs internes, et les capteurs internes en fait renvoient une puissance moyenne sur une fenêtre. Alors qu'en termes d'énergie, comme on l'a dit, les couches s'exécutent très très rapidement. Il fallait aussi bien dimensionner la fenêtre de mesure pour qu'on puisse rentrer dans on va dire, dans la résolution même de l'horloge interne de notre machine. Là, on a une erreur de prédiction de l'énergie environ 14%, sachant que dans l'état de l'art, on a des méthodes qui sont de 2% à 4% sur des complexités complètement différentes. Les méthodes qui ont du 10%, c'est des méthodes qui sont beaucoup plus complexes et qui prennent en globalité le réseau, donc ils ne prennent pas par couche, forcément. Il faut regarder aussi l'erreur de prédiction par couche. On voit qu'il y a un écart. Le modèle s'en sort mieux pour les couches de convolution que les couches linéaires, un écart de 2,5% à peu près. On peut l'expliquer par le fait que finalement 9 couches denses sur 10 ont été générées aléatoirement. Et ça ouvre la piste à améliorer notre façon de générer ces couches. Dans la génération de couches, on a considéré toutes les dimensions. En fait, on peut juste se concentrer sur une dimension, qui sont les canaux, que c'est ces dimensions-là qu'on modifie au cours du pruning finalement. On n'a pas besoin de modifier les autres dimensions. Donc, dans cette partie, on a vu finalement qu'avec un modèle à faible complexité, donc on prend que 3 paramètres en entrée, plus c'est un decision tree qui s'exécute à 150 microsecondes. On peut prédire, on peut avoir déjà une erreur de prédiction qui tombe dans les zones de l'état de l'art. Et en plus, on a rajouté donc une métrique qui permet de bien dimensionner le modèle et éviter de se conformer au bruit de mesure. Il reste encore des sujets d'adaptabilité à d'autres types de couches. Je pense aux couches de type Transformers, par exemple, qui sont largement utilisées dans les modèles de langage actuellement. Et la généralisation à de nouveaux GPU. On a travaillé sur Jetson Orin Nano. Donc, qu'est-ce qui se passe si je passe sur d'autres types de GPU? On arrive à la troisième contribution. On a un modèle on revient encore une fois à notre problème de départ, qui est on prend un DNN initial en entrée, on rentre dans le chronique structuré, et on a un DNN compressé. Les modèles, on a l'espace de configuration est très large. On a besoin d'une bonne stratégie pour pouvoir explorer l'espace. Donc, on peut penser à deux approches, soit accélérer l'exploration, faire les deux en même temps, accélérer l'exploration, et aussi choisir de bonnes configurations. Et ça ne sert à rien de courir dans l'exploration et finalement explorer toujours les configurations qui se ressemblent et qui n'ont pas beaucoup d'informations. Ici, on peut tester du coup la capacité de notre modèle à accélérer la séquence totale, l'exploration, et on donne aussi
de bonnes réponses, on va fixer notre cadre de stratégie d'exploration. Donc on va adopter le cadre de l'apprentissage par renforcement. Apprentissage par renforcement, on a besoin de 2 éléments. On a besoin d'un agent qui interagit avec un environnement. L'agent donc va lire l'état de l'environnement. Comprenez par là, par exemple, donc, pour notre DNN, par exemple, le nombre de canaux pour chaque groupe de dépendance, et va choisir de mener une action. Il va dire pour tel groupe de dépendance, je vais enlever 80% des canaux. L'agent reçoit cet ordre, donc exécute l'action, et renvoie, pardon, l'environnement exécute l'action, et renvoie à l'agent une récompense scalaire et le nouvel état, donc après création de l'action. L'agent apprend en 2 phases. Une phase d'exploration où l'agent va suivre sa stratégie interne avec un peu de bruit, donc pour le forcer à découvrir de configurations. Et une phase de consolidation où l'agent, avec tout ce qu'il a vu au cours de son exploration, va utiliser ça pour améliorer sa stratégie et passer à une nouvelle stratégie. Encore une fois, la compression, c'est un problème. 2 objectifs, alors que dans le cas du RL, on a souvent besoin d'une récompense scalaire. Ici, on a 2 objectifs, donc notre récompense, c'est plutôt un vecteur, donc on a besoin de transformer ce vecteur en un scalaire. Comment on fait? Il y a des méthodes dans l'état de l'art qui s'appuient souvent sur ce qu'on appelle, qui vont utiliser des poids pondérés, pardon. On va mettre un poids pour chaque dimension de la récompense vectorielle et les sommer ensemble. Et du coup, ces hyperparamètres, il faut les gérer. Il n'y a pas une seule bonne valeur. Il y a un ensemble de valeurs qu'il faut regarder. Donc, ça rajoute de la complexité à l'exploration parce que de temps en temps, il faut s'arrêter, tester plusieurs combinaisons d'hyperparamètres, trouver la bonne direction à suivre. Ce que nous, on propose ici, c'est de faire cette scalarisation après l'exploration. Il faut rester un peu patient et pas demander la récompense tout de suite. Ça nous permet donc d'utiliser tous les points qu'on a pu explorer, d'estimer une frontière de Pareto. Ce n'est pas la vraie frontière de Pareto, mais on donne une idée. Après, à partir de cette frontière de Pareto estimée, on revient maintenant calculer notre récompense, qui est le négatif de la distance à la frontière de Pareto de chaque. Pourquoi le négatif? Parce que la récompense, plus la position est bonne, il faut que la récompense soit élevée. Donc ici, si la position est bonne, la distance est 0. Ce n'est pas la récompense la plus élevée, donc on prend le négatif, que ce soit la récompense la plus élevée. On appelle ça la DTP, donc distance. Comment est-ce que finalement, donc avec ces distances, on apprend le fond de Pareto? Au cours de l'exploration, donc l'agent va suivre sa stratégie, comme on l'a vu. Il va prendre des actions, et ces actions et tout ça, on va les stocker dans une mémoire qu'on va appeler le buffer. Donc, une fois qu'on a parcouru tous les groupes de dépendance, on va faire un épisode. On peut faire plusieurs épisodes pour avoir plusieurs données donc, dans notre buffer, qui va nous permettre ensuite d'améliorer notre stratégie. Dans la phase de consolidation, on construit la frontière de Pareto, comme on vient de le voir, et on va améliorer la stratégie en fonction donc, des distances qu'on a observées par la frontière de Pareto. De proche en proche, on va avoir une convergence vers la vraie frontière de Pareto. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, l'agent apprend à sélectionner des configurations proches de la frontière de Pareto. Il y a des configurations qui seront de côté, des configurations qui seront de côté. Donc, on voit qu'à la prochaine étape, la frontière de Pareto va changer. On ira toujours dans le bon sens, de proche à proche. On pourra améliorer la frontière et converger vers la frontière finale par construction. Et aussi, donc, l'exploration plus la consolidation, ça nous donne ce qu'on appelle un époque. On peut faire plusieurs époques justement pour améliorer de choses. Quel agent est-ce qu'on va utiliser? Donc, on part sur un agent donc, qui va adopter une stratégie très simple. On garde donc les groupes de dépendance. Chaque groupe de dépendance, on va garder des cases qui vont nous dire à quel pourcentage est-ce qu'il faut enlever des canaux chaque groupe. Donc,
Quand on regarde donc les configurations qui nous ont permis d'atterrir sur une frontière de Pareto, on prend toutes donc les canaux qui restent, on les transforme en probabilité justement pour changer notre distribution. Par exemple, si je regarde une couche sur la frontière de Pareto qui a perdu, qui a gardé 5% de ses canaux en probabilité, je vais venir augmenter la probabilité d'enlever 95% des canaux de cette couche-là. Ça fait tourner ces agents. Deux catégories d'agents, donc les agents guidés par les maths et les agents guidés par l'énergie prédite, pas de mesure linéaire. Pour trois réseaux, donc VGG16, ResNet et ResNet 50, on a laissé tourner chaque agent pendant 3 jours maximum, ou un maximum de 150 époques. Donc on voit bien que les agents arrivent à réduire la DTP. Les agents ont un peu plus de mal avec les 30, c'est un modèle. J'ai du mal à entamer l'exploration. L'exploration, le temps. Qu'en est-il du coup de la DTP, ça nous fait que ça diminue, ça nous montre que l'agent arrive bien à générer des configurations proches de la frontière de Pareto. Mais est-ce que la frontière de Pareto bouge dans le bon sens? On a déjà donc l'accuracy et l'énergie prédite. On a déjà un saut, par exemple, sur une thèse, on a un saut entre 0 et 32. À partir de 32 jusqu'à 149 époques, on n'a pas de grosse amélioration. On a quand même des améliorations encourageantes sur du ResNet 50, qui sont un peu pensées. Le modèle n'est pas du tout adapté pour. C'est un modèle simple, parfait. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on revient sur du matériel concret? Donc, on ramène la frontière, la dernière frontière de Pareto estimée qu'on a établie. On ramène toutes ces configurations sur Addison Orin Nano. On fait des mesures d'énergie sur GG16, sur accuracy. Et maintenant, ici, c'est l'énergie mesurée qu'on regarde. Sur GG16, l'énergie prédite, les Mac, la même chose finalement. Ne se démarque pas. On se rappelle aussi que VGG, c'est un modèle déjà VGG16. En plus, la structure est complètement linéaire, pas de perte. Par contre, sur ResNet 18, on a des trucs intéressants. On voit que l'énergie, finalement, l'utilisation de l'énergie permet de se démarquer par rapport au Mac. On arrive à économiser entre 50 et 100 millivolts par exemple, zone d'énergie. Sur ResNet 50, bon, pas trop de grosses surprises, mais on voit quand même que les Macs s'en sortent. Voilà, le modèle n'est pas du tout adapté au ResNet 50. C'est un modèle un peu solide pour faire des opérations à fur et à mesure que la taille des modèles augmente. Donc, dans cette partie, proposer donc, une scalarisation différente, qui est la permet quand même d'améliorer l'exploration sans trop sacrifier la complexité. On a vu que l'énergie prédite peut remplacer finalement la mesure d'énergie si on se fie à des et si on a des modèles plus grands, il faut peut-être se tourner vers des agents solides avant de tirer une conclusion, comme par exemple finalement l'énergie prédite ne sert pas à grand chose. Encore des sujets ouverts. Donc, on a dit, hein, l'évaluation, on l'a fait sur la dernière frontière de Pareto obtenue, qui fait partie de l'entraînement. On devrait avoir une évaluation à partir de 0, donc c'est de prendre l'agent, le remettre dans un environnement complètement neuf et le laisser bouger pour voir ce qu'il sort comme on a l'adaptabilité à d'autres types de réseaux. Donc, par exemple, façon grandement utilisée. La généralisation des agents, problème plutôt, c'est-à-dire que je peux prendre un seul agent qui va traiter plusieurs types de modèles. Et là, par exemple, on a un agent par type de modèle. Pour en résumer, donc, dans cette thèse, on a proposé donc, un framework qui permet de mesurer l'énergie NN et de leur coût. Le framework nous a permis de découler des contributions. Donc, par exemple, au niveau des Mac,
on a vu que les Mac, finalement, produisent des gains optimaux en termes d'énergie. Deuxième contribution, on a vu que on peut faire de la prédiction d'énergie à partir que de 3 features. Un modèle simple qui permet d'explorer l'espace de pruning. En troisième contribution, on a vu finalement que l'énergie prédite peut nous permettre d'explorer assez rapidement l'espace des configurations et conduire à de meilleurs gains par rapport au Mac. La contribution 2 a été faite par ICAS 2025 et la contribution 1 est en cours d'adaptation en juin. On a vu, il y a quelques problèmes à faire. Par exemple, est-ce qu'on peut déterminer en avance les zones de divergence? Ou encore mieux, est-ce qu'on peut dire en avance s'il y aura divergence ou pas? Ça nous permet de savoir quelle méthode choisir entre Mac ou énergie. Deuxième sujet autour de la question 2, donc c'est l'adaptabilité à d'autres types de couches, donc les transformeurs largement utilisés, la généralisation à de nouveaux GPU. On s'est vraiment fixé sur des GPU de type Jetson et des sujets par rapport à l'adaptation et aussi à d'autres types de réseaux et la généralisation d'un agent qui peut traiter plusieurs types de réseaux. Pour des travaux futurs, par exemple, si on part des problèmes encore ouverts, pour du court terme, on peut déjà revoir le Mac contre énergie pour des transformers, ou encore la prédiction d'énergie, un modèle pour plusieurs types de GPU, seul modèle capable de GPU, serait utile dans un cluster par exemple de GPU. Un problème plus costaud qui nécessiterait du long terme, c'est de voir la possibilité d'utiliser un seul agent pour gérer donc, le cloning automatisé de plusieurs architectures de DNS. Un message final donc, pour la route, c'est que l'IA, c'est bien, on a de performance, mais ça consomme beaucoup d'énergie. On a besoin de l'optimiser pour réduire son impact environnemental. Donc, ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et toutes les questions sont les bienvenues.